Ce soir, à Dans le Mille, on fait un retour sur l'échange de Alex Newhook, comment ça a vieilli. Après ça, on regarde le début de la saison du Canadien. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, oui ou non? Et puis après ça, je fais un petit retour sur le changement de règles de la NCAA qui laisse maintenant les joueurs de la LCH se joindre à leur rang après leur carrière en peu importe quelle ligue de la LCH. Bon épisode à tout le monde. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 8 de la saison 3 de Dans le Mille. Écoutez, vous l'avez vu dans la petite vidéo d'intro, mais je voudrais juste ajouter qu'aujourd'hui dans la journée et hier, j'ai pu parler à deux entraîneurs de U-Sport, donc deux des entraîneurs des trois équipes de U-Sport au Québec, et donc qui m'ont donné leur avis sur les changements de règles de la NCAA et l'impact que ça va avoir. Donc, juste ajouter parce qu'il va avoir ça tantôt. Avant qu'on rentre dans les sujets, pour commencer, on va parler de l'échange de Newhook. Comme d'habitude, je voulais juste remercier nos sponsors. Donc, tout d'abord, Elite Prospect. Elite Prospect, le site de recherche gratuit le plus complet. Si vous voulez une expérience encore plus complète, vous avez l'abonnement Elite Prospect Premium. Avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais sur un abonnement annuel qui vous permet de comparer, voir toutes les game logs. Donc, très, très complet. Sinon, perfoelite.com pour tous vos besoins d'entraînement hors glace et sur glace. C'est perfoelite.com où il faut aller. Que ce soit mental, physique ou bien des entraînements sur glace de skills. Ils ont une équipe de coachs incroyable. Donc, écoutez, rentrons dans le gros sujet de cette semaine. Vous avez vu sur la couverture. Cette semaine, je voulais faire un retour sur Alex Newhook. Donc, vu comment est-ce qu'il joue en ce moment, le temps qu'on a eu depuis que l'échange a été fait, donc bien sûr, Alex Newhook n'a pas été échangé récemment, là. On parle de l'échange de l'été, pas qui vient de passer, mais l'autre d'avant, juste au cas où, est-ce que des gens auraient fait le saut en voyant le titre, mais bon, tu sais, puis aussi, on a vu les prospects qui ont été pris avec les choix qu'on a donnés. Bon, je ne dis pas que les Canadiens auraient pris les mêmes, mais bon, ça reste quand même intéressant de faire l'exercice de comparer un peu Alex Newhook versus qui a été pris dans les choix qu'on a donnés en fait pour Alex Newhook. Donc tout d'abord, on commence avec la plus grosse pièce de l'échange, Gianni Fairbrother. Non, ça c'est des blagues. Gianni Fairbrother maintenant est en ECHL, mais bon, écoutez, il est passé à Colorado quand même dans l'échange. Mais bon, le vrai les vraies pièces de l'échange, là, c'est en fait, on a donné New Hook, on a reçu, on a donné coudons, on a donné des choix au repêchage qui étaient un choix de fin de première ronde et un choix de début de deuxième ronde avec Jennifer Brother et on a eu New Hook. Ces choix sont devenus Guliayev en fin de première ronde, choisi par Colorado. Et puis, notre choix de deuxième ronde, c'est Tampa Bay qui a choisi avec. Et ça a été Ethan Gauthier. Donc, Ethan Gauthier, un joueur que beaucoup de personnes euh, pourraient connaître parce que c'est un Québécois qui est en train de performer super bien avec Drummondville. Donc, déjà, avant de commencer là-dedans, oui, l'exercice, tu sais, il y a une certaine valeur à ce que je vais dire quand on parle des prospects, mais il faut tenir en compte quand même que justement le Canadien aurait pu aller faire d'autres choix avec ces choix-là. Donc, c'est plus pour le plaisir quand on compare les deux prospects qui ont été pris dans cet échange-là. Je ne prends pas en compte que les Canadiens auraient pris exactement les mêmes prospects, mais ça reste intéressant pour... Ça ajoute, admettons, à la valeur parce que c'est deux joueurs qui, bon, Gulyayev est en KHL, ça va correctement, mais c'est très difficile à évaluer. Comment est-ce que ça va se transformer en Amérique du Nord? Mais Ethan Gauthier, vu qu'il est au Québec, nous, on le voit beaucoup, 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 beaucoup. Puis ça pourrait être tentant pour les fans du Canadien de dire, ouais, mais en ce moment, on préférait avoir un Ethan Gauthier qui va peut-être justement être un joueur de middle six dans le futur pour le Canadien. Mais il faut quand même prendre en considération que, certes, peut-être qu'en ce moment, Alex Newhook vaut moins que ce qu'on a payé, en fait, pour lui dans le temps. Mais reste que c'est un joueur qu'on a besoin pour ne pas avoir à rusher certains jeunes de Laval. Donc, tu sais, admettons, là, si en ce moment, on n'avait pas Newhook chez le Canadien, pour jouer sur notre deuxième, troisième ligne, en tout cas remplir des rôles de middle six et puis parfois le quatrième trio, mais surtout middle six, ben, ça voudrait dire qu'on devrait soit on aurait dû payer pour signer un agent libre, ce qui aurait été une option correcte, ou bien il faudrait qu'on monte un jeune de Laval qui n'est pas nécessairement prêt. Alors, oui.
en tant que tel, quand on regarde l'échange, c'est un coup moins bien réussi que Kirby Dach. On s'attendait à ce que ça soit moins bien réussi aussi. Là, c'est pour ça que Kirby Dach, on l'a payé plus cher que Alex Newhook. Mais Alex Newhook vient quand même remplir un rôle au Canadien qu'on a besoin pour justement laisser un peu de temps aux jeunes. Donc cet échange-là, c'est pas comme une perte totale. Il y avait un potentiel chez Newhook pour des raisons que je vais vous expliquer dans 30 secondes. Je pense pas qu'il va atteindre. Mais on allait chercher un gars avec un potentiel de top 6, qui aurait pu avoir ce potentiel-là de top 6, pour deux picks que finalement, c'est Goulialev et Ethan Gauthier, si on les ajoute dans le pipeline du Canadien, là en ce moment dans tous les prospects, même si on avait pris exactement ces joueurs-là, je pense pas que c'est des joueurs qui auraient eu un énorme impact sur le futur du Canadien. Tu sais. C'est pas des joueurs qui sont encore prouvés. Puis même là, je pense pas que le ceiling de ces deux joueurs-là est très très haut. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autres prospects qui vont se développer pour être des joueurs de middle six? Admettons à la Ethan Gauthier. Ethan Gauthier est excellent, mais ça ne sera pas un allié droit de première ligne, admettons. Là. On le sait qu'au meilleur, ça va être un joueur de milieu d'alignement. Puis au Canadien, je pense que notre milieu d'alignement, on l'a déjà pas mal rempli. Maintenant, si on parle plus de Alex Newhook au Canadien, euh, pourquoi est-ce que moi je pense pas qu'il va rentrer dans son potentiel? Puis j'avais eu mes petits doutes la saison dernière, mais à cause de la blessure, puis vu que je trouve que c'était. Il y a eu des matchs où il paraissait un petit peu mieux la saison dernière, je voulais pas trop m'avancer. J'en ai parlé hors onde, mais sur le podcast, je voulais pas dire que je trouvais que l'échange était. Mais pas que l'échange était un échec, mais que New Hook était. En fait, ça marchait pas trop parce que je voulais laisser du temps à New Hook pour rentrer. Puis, tu sais, une équipe en construction aussi, c'est difficile de s'adapter. Fait que oui, il y a une plus grosse chance, mais tu sais, il reste que la pression, puis tout. Il y a plusieurs choses qui pourraient faire en sorte qu'un joueur, ça prend plus longtemps à s'établir. Mais finalement, maintenant, je pense que je suis quand même assez confiant pour dire que je suis pas assez satisfait du jeu de New Hook pour dire que je le verrais sur un top 6 qui va rentrer dans son potentiel. Je pense pas. Euh, je pense que c'est un joueur qui est très rapide, qui amène de l'énergie sur la glace, qui a relativement une belle exécution, mais honnêtement, euh, je trouve pas qu'il y a une bonne vision, puis je trouve pas qu'il y a une bonne créativité. Fait que, tu sais, encore une fois, on en parle des fois quand je fais des analyses de prospects, là. Oui, c'est beau l'exécution, c'est beau la vitesse, mais il faut que la tête vienne avec. S'il y a juste un joueur qui est capable de déjouer puis faire des beaux jeux, marquer des buts avec une belle exécution, peut-être qu'en junior ça va marcher, peut-être qu'en NCAA ça va marcher, mais quand tu vas arriver en LNH, si tu n'as pas la tête, la créativité, la vision de jeu, pour vraiment raffiner ces aspects-là de ton jeu, ben, ça va se planter. Puis en ce moment, je trouve que c'est ça un peu qui se passe avec New Hook. On le voit, admettons, faire des beaux jeux en zone neutre, là, en transition, bien amener la puck en la zone offensive, puis après ça, il se passe rien avec. Ou bien, bien se placer pour être ouvert pour une passe, puis après ça, rien faire quand il y a la puck. Donc souvent, New Hook, c'est plus. Tu sais, on dirait que c'est un joueur qui nous laisse qui nous garde toujours comme si on avait faim. Là. Tu sais, c'est rare que ces jeux finissent avec des finitions incroyables. Donc, si on avait un Nuke, admettons, avec un IQ, un hockey IQ un peu plus haut, une vision du jeu un peu plus haute, ça serait quelque chose d'intéressant, mais malheureusement, je pense juste que c'est pas quelque chose qu'il possède. Après ça, pour le futur, est-ce que c'est quelqu'un qu'on veut garder dans le middle six? Pour le moment, je trouve que ça marche bien, mais est-ce que potentiellement on veut quelqu'un, tu sais, ça dépend de l'identité de l'équipe dans le futur. Est-ce qu'on décide que notre middle six, on veut que ça soit là, qui ait de la taille, que ce soit des joueurs qui fassent mal? Alors dans ce cas-là, Alex Newhook ne marche pas sur un middle six non plus. Ou bien est-ce qu'on veut, admettons, faire un troisième trio de vitesse, d'énergie, qui va justement redonner un peu un coup de pied dans les fesses des trios plus hauts, parce que quand ils vont arriver, eux, il va se passer des choses. Ben là, peut-être qu'il y a une place pour Newhook. Avant qu'on change de ligue complètement, je voulais vous parler un peu. Je sais qu'on en a entendu beaucoup parler, mais à cause de la pause dans le mille et à cause ben à cause, pas négatif, là, mais à cause du fait que j'ai eu un invité la semaine passée, moi, j'ai pas parlé en fait du début des Canadiens depuis le premier épisode avec Jules où on a regardé ce qui s'est passé cet été. Ça veut dire que depuis la fin de l'été à maintenant, on n'en a pas parlé. Puis là, les Canadiens ont un début de saison très rough. Puis là, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faudrait aller faire un échange? Écoutez, je sais que à Montréal, puis partout au Québec, en fait, tous les fans du Canadien, que ce soit à Montréal, au Québec, au Canada, peu importe, c'est des fans passionnés qui sont habitués à voir leur équipe gagner, qui ont ça un peu dans le sang. Tu sais, on l'a vu
dans le run jusqu'à la Coupe Stanley en 2021 où on a perdu en finale. Les gens sont passionnés, passionnés, passionnés. Puis en ce moment, on a du hockey qui est de qualité vraiment pas super. C'est moins le fun à regarder que l'année dernière, selon moi. Euh, on a un prospect super excitant qu'on est allé prendre cet été en demi-dove, mais tu sais, avec raison, là, c'est pas une critique du choix de le renvoyer en KHL ou bien pas de l'amener tout de suite. C'est ça qu'il fallait faire, mais tu sais, on s'excite autour d'un joueur, puis il vient pas. Après ça, on a liné, puis il se blesse. Puis là, en ce moment, tu sais, je pense que c'est juste au début de la saison. Aussi, les fans ont été assez excités pour la saison à cause de l'année et à cause de Kent Hughes, puis le staff qui arrêtait pas de répéter le mix, le mix, le mix. Moi, honnêtement, la seule critique que j'aurais à faire euh, aux Canadiens, c'est d'avoir dit ça. En fait, les performances de l'équipe en ce moment, je trouve que quand on regarde, admettons, le procès d'un rebuild, on en est exactement où est-ce qu'on penserait qu'on est, là. On n'a pas encore les grosses stars du rebuild autour de qui on va, admettons, Demidov, notre gros joueur de 90 points, il n'est pas encore euh, dans l'équipe. Il est encore en train de se développer. Donc, c'est normal que pour le moment, tu sais, on a des pièces, justement, qui vont venir aider. Mais on n'a pas, tu sais, le Canadien, si un moment donné, il se rend loin en série, ça va pas être sur le dos de Nick Suzuki. Nick Suzuki, c'est un excellent joueur, mais ça sera pas sur son dos. Ça va être un joueur qui va aider vraiment un corps sans être. C'est pas le type de joueur qui peut mettre toute une équipe sur ses épaules. Donc, en ce moment, c'est ça. On voit une équipe où il manque beaucoup il faut laisser un peu de temps aux jeunes de se développer. Il faut laisser le temps, justement, à plus de choix d'arriver. Tu sais, un rebuild, ça se fait pas en 3 saisons. Puis là, je comprends qu'à un moment donné, tu sais, c'est de la fatigue de voir perdre. Puis l'année dernière, on était plus amusant à regarder que cette saison. Là, pour le point de, tu sais, à quel point c'est amusant à regarder le Canadien, à quel point c'est du beau hockey. J'ose au moins espérer que quand pas Lane, excusez-moi, Patrick Laine, c'est pour ça que je me suis mélangé, quand Laine va revenir, ça va au moins être un peu plus le fun à regarder parce que là, c'est ça qui est le plus décevant. C'est que, admettons, là, il y a eu le match de Buffalo lundi, ça, je peux pas me plaindre. Ça a été un match incroyable, même si le Primo s'est fait complètement exposer. C'est pas une bonne saison pour lui. Mais, tu sais, il y a beaucoup de matchs où on a vu que c'était même pas plaisant de regarder les Canadiens jouer. Donc, c'est ça qui est vraiment, tu sais, que je comprends qu'il soit décevant. C'est difficile à suivre, mais ça fait partie du processus. Puis, attendez-vous pas à ce que ça soit fini la saison prochaine non plus. Peut-être que ça va être un tout petit peu mieux. Si Mishkov arrive, ça va être excitant à regarder juste pour ça. Mais tu sais, il y a Rainbacker aussi qui passe la saison à être blessé. Quand il va arriver la saison prochaine, je sais qu'avec son âge, on aurait pu espérer qu'à cet âge-là, il soit un peu plus avancé. Mais lui aussi, il va falloir une saison d'adaptation. Lui aussi, il va faire des erreurs comme quand Goulet est arrivé avec le Canadien. Donc la saison prochaine aussi, on va avoir des moments plus difficiles. Là, l'autre d'après, dépendamment de où est-ce qu'on est rendu dans notre qui est-ce qu'on a repêché, à quel niveau les jeunes sont rendus, qui est rendu avec le Canadien, on verra. Là, je ne veux pas prédire 2 saisons en avance, je ne suis pas assez un expert de reconstruction pour ça, mais je voulais juste dire que pour le moment, je trouve que c'est vraiment normal où est-ce qu'on en est, même si c'est très difficile à regarder, puis ça peut être très, très décourageant pour les fans du Canadien. Et puis, pour finir sur le Canadien aujourd'hui, je voulais juste parler de Sean Farrell qui est à Laval, que ça marche pas du tout. Je pense que je trouve ça vraiment décevant. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. La saison dernière, j'avais expliqué ses performances par le fait qu'il avait raté beaucoup de temps avec une blessure. Puis là, on arrive cette saison, il est pas capable d'avoir un point. C'est assez triste comme situation, mais bon, écoutez, c'est ça aussi, ça aussi, ça fait partie de la reconstruction. Il y a des choix de 2, 3, 4e ronde autour de qui on s'attache, puis finalement, ça marche pas du tout. Moi, Sean Farrell, je croyais vraiment au fait que ça pourrait marcher à cause de son skating. On en a parlé beaucoup la saison dernière. On avait beaucoup d'espoir, moi et Jules, dans ce joueur-là, puis là, finalement, ben, je pense que c'est assez sécure de dire que mais pas sa carrière. Il peut avoir une carrière en HL, il peut avoir une carrière en Europe. Mais sa carrière dans la NH, les espoirs sont très, très minces. Bon, changeons de niveau de hockey si vous le voulez bien. On a eu une grosse nouvelle dans la fin de la semaine passée, il me semble, je me souviens plus de la journée. Euh, Maintenant, quand les joueurs vont avoir fini de jouer en LCH à 20 ans, ils vont avoir le droit de transférer en NCAA. Donc là, maintenant,
il y a des petites spécifications que je voulais mentionner avant, juste pour mettre les bases. Il reste beaucoup. En ce moment, là, il y a le règlement qui a été mis en place, puis je vais en parler un peu quand je vais parler du témoignage des coachs de U-Sport. Mais il y a certaines règles qui ne sont pas encore mises en place par la LCH. En ce moment, la NCAA a fait son bout. Il faut que la LCH aussi maintenant mette des régulations en place, s'adapte un peu à ça, puis ça ne se fait pas en 2 jours. Donc, je voulais juste mentionner quand même que si un joueur de LCH à 20 ans fini, mais qui est déjà signé par une équipe LNH, il va falloir qu'il aille en ACHL, en AHL. Il ne pourra pas aller en NCAA. Donc, si le joueur a déjà un contrat de signé, il ne pourra pas aller en NCAA. Par contre, là, une distinction à faire. Repêché n'égale pas signé. Donc, un joueur qui, admettons, aurait été repêché, qu'il arrive à 20 ans quand les droits quand c'est les droits de l'équipe LNH qui l'a repêché sur lui finissent. Si l'équipe ne décide de ne pas le signer, donc qui est repêché non signé, il va pouvoir aller en NCAA. C'est juste que si une équipe LNH a promis de l'argent, donc a signé un contrat garantissant un contrat d'entrée à un joueur de LCH, il ne pourra pas aller en NCAA après. Donc, je pense que c'est une petite distinction intéressante à faire. Ceci étant dit, les joueurs non signés et les joueurs non repêchés de 20 ans vont pouvoir aller en NCAA. Donc, tout d'abord, on a reçu des communications de Mario Cecchini qui donne le point de vue de la LHJMQ, qui dit en gros que justement, ça enlève de la pression sur la famille des jeunes québécois. Et puis, ben, lui, il parle de la facette de la Vision Québec parce que c'est le directeur de la LHJMQ. Mais on peut amener ce point-là pour toute la LCH, c'est que ça enlève de la pression quand les jeunes familles de joueurs québécois vont pas avoir à faire une énorme décision à 15 ans, ce qui peut être très stressant pour un enfant, un adolescent de 15 ans. On sous-estime un peu cet aspect-là. Avant, à 15 ans, il fallait que tu fasses ton choix. Si tu étais repêché en LHJMQ, tu avais ton 48 heures au camp, puis là, hop, hey, il faut que tu choisisses. Ça peut être très stressant, même si souvent les joueurs de cet âge-là sont assez bien entourés par leur équipe, les coachs et tout, leur agent. Mais bon, et puis, globalement, quand même, Cecchini disait que c'était positif parce que ça donnait plus d'options aux joueurs. Et ça, je pense que ça va être le gros point en ce moment, c'est que ce changement-là, il va y avoir des distinctions que je vais amener quand on va parler du point de vue des coachs. Mais globalement, pour les joueurs, c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est fantastique. Ça veut dire que si tu es un joueur de talent qui n'a pas été signé, tu vas pouvoir aller en NCAA. Est-ce que, admettons, moi je me pose la question, Alexandre Doucet, là, des Foreurs qui avait gagné après ça, non, il n'avait pas gagné, il était allé en finale avec Halifax. Je me mélangeais avec Robida qui était au rempart. Mais Alexandre Doucet, lui, a fini sa carrière à 20 ans en LHJMQ, puis après ça, a signé un contrat avec Détroit en LNH pour aller jouer avec leur équipe ECHL. Et là, cette saison, il me semble qu'il est rendu en AHL. Est-ce que ce joueur-là aurait décidé d'aller faire quelques années en NCAA à la place de faire ça, 1 ou 2 années en NCAA avant, ou bien aller chercher un diplôme universitaire d'une des universités aux États-Unis à la place d'aller rusher un début en ECHL? Je ne sais pas, ça c'est ce qu'on va voir avec le temps. Et puis là, il y a aussi une situation intéressante qui arrive. On a des rumeurs comme quoi Tynan Lawrence, qui était un joueur projeté de sortir très très haut au repêchage LHJMQ, mais qui finalement, vu qu'il voulait aller aux États-Unis, a été repêché 10e par les Saguenayens de Chicoutimi. Donc, tu sais, il reste qu'il a été pris haut, mais vu que il s'en allait pour les États-Unis, il est descendu. Sinon, ça aurait été un joueur de top 3 au repêchage LHJMQ, certainement. Ben, ce joueur-là, finalement, va peut-être revenir pour jouer avec Chicoutimi. Donc, écoutez, rien de confirmé pour le moment, mais on dirait que ça s'enligne pour ça. Euh, Là, ça va être un problème qui va juste être pour la QV de repêchage et la GMQ 2024, mais ça peut être frustrant pour les équipes justement qui choisissaient dans le top 3, qui avaient un grand centre de talent comme ça. Puis là, finalement, à cause d'un changement de règles, il a réussi à tomber jusqu'à Chicoutimi, qui avait déjà des choix hauts. Écoutez, tant mieux pour Chicoutimi, mais à la place des autres équipes, des 9 autres équipes devant, peut-être pas Québec, parce que Québec aurait pris Maddox de toute façon, mais à la place des 8 des 9 autres équipes, je me sentirais frustré un peu de la situation. Mais bon, on verra si ça arrive. Maintenant, moi, la grosse question aussi que je me posais sur quand il y a eu les changements d'NCAA, c'était comment est-ce que ça va affecter le U-Sport canadien. Déjà, le U-Sport canadien au hockey masculin a un retard sur la NCAA en termes de niveau de jeu sur le hockey, sur glace, pardon. Puis,
Là, en plus, si les joueurs de 20 ans de la LHMQ de la LCH, qui souvent, après leur carrière, allaient en U-Sport, pas tout le temps, mais souvent allaient en U-Sport, maintenant ont l'option d'aller aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer avec le niveau de jeu de U-Sport? Donc, pour répondre à cette question-là, j'ai décidé d'écrire aux trois coachs des équipes U-Sport masculin de la RSEQ, donc c'est-à-dire Trois-Rivières, McGill et Concordia. Et j'ai eu une réponse de deux des trois coachs. J'ai eu un appel téléphonique aussi avec le coach de Trois-Rivières, donc il me donne sa perspective sur euh, qu'est-ce qui va se passer pour le futur du U-Sport. Avant de rentrer dans leur témoignage, il y a une notion, je ne sais pas trop comment le dire, un aspect qui est aussi important à mentionner. Euh, il faut dire qu'en NCAA, en ce moment aussi, il y a quelque chose qui s'appelle le portail, et c'est quand les joueurs sont agents libres, donc quand ils changent d'école, ils passent par le portail. Et en ce moment même en NCAA, il y a des joueurs dans le portail qui n'arrivent pas à avoir des rôles dans des équipes NCAA. Donc il y a déjà plusieurs joueurs qui veulent jouer en D1 NCAA puis qui ne peuvent pas. Donc quand les joueurs de la LCH vont finir à 20 ans, le poste n'est pas assuré en NCAA. C'est pas parce que tu as joué en LCH que tu as le niveau de jeu pour jouer en NCAA. Là, en ce moment, c'est nouveau. Donc, ce qu'on voit, c'est hey, c'est fantastique, tous les joueurs LCH, tout le monde va pouvoir y aller, mais il faut avoir le niveau de jeu sur glace. Et puis là, quand j'ai parlé à Marc-Étienne Blackburn, le coach des Patriotes de l'UQTR, lui, il m'a amené un autre point aussi auquel moi, je n'avais pas pensé. Euh, il y a le niveau académique aussi. Si tu finis ta carrière en LCH, puis après ça, tu décides que tu veux aller jouer à Harvard. Si, admettons, tu finis en LHMQ, Alexandre Doucet, admettons, si on reprend l'exemple de tantôt, s'il avait fini en LHMQ, puis le règlement avait déjà été changé dans le temps, puis il avait dit, hey, je veux aller jouer à Harvard, OK, c'est beau. Mais les notes qu'il faut pour rentrer à certaines de ces universités-là, dans les gros programmes, c'est pas des 65% puis tu as tout passé sur le côté, là. On parle d'universités prestigieuses, puis il faut avoir le niveau de jeu qui vient avec et les notes qui viennent avec. Donc, le poste dans ces équipes-là de NCAA n'est pas assuré pour les joueurs qui finissent en LCH. La LCH, c'est pas une passe droite pour avoir un diplôme de Harvard et jouer pour une des plus grosses équipes NCAA. Tu sais, il ne faut pas oublier que NCAA, même les programmes plus bas ont quand même un niveau très haut, là. C'est pas vraiment comparable avec le hockey junior parce que les joueurs sont plus vieux. Mais bon, à cause de ces facteurs-là, c'est très difficile de prédire l'impact que ça va avoir sur le U-Sport. Parce que, aussi, à la base, ce que Marc Etienne me disait, c'est que il y a des années en U-Sport où ils ont 5 joueurs de LCH qui viennent joindre les rangs de U-Sport. Puis il y a des années où il y en a 25. Fait que déjà à la base, souvent il y a des années où les joueurs vont décider de peut-être partir en Europe, partir jouer ailleurs, aller faire. Tu sais, il y a des joueurs qui sortent de la LHMQ, de la LCH, puis finalement ils s'en vont travailler. Là, tu sais, ils viennent d'avoir un diplôme d'études de cégep. Donc peut-être qu'ils vont travailler, peut-être qu'ils s'en vont à une autre université, peut-être qu'ils tu sais, partent en Europe jouer. Il y a plein de possibilités. Donc il y a déjà des années où il n'y a pas beaucoup de joueurs de LCH qui rejoignent le U-Sport. Et à cause des autres facteurs, c'est très difficile de prédire en ce moment ça va être quoi l'effet sur le U-Sport. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un changement. Il va avoir un impact sur le niveau de jeu de U-Sport, mais c'est ça, c'est que c'est impossible. Parce que qu'est-ce que U-Sport va mettre en place? Qu'est-ce que les gouvernements aussi vont mettre en place? Parce que en tant que tel, il faut se rappeler aussi que quand on parle de joueurs, on parle d'humains, donc on parle aussi de cerveau. Et puis que statistiquement parlant, quand des gens s'en vont étudier ailleurs, c'est très rare qu'ils reviennent. Donc souvent, tu sais, si on prend juste, on enlève le hockey, les Québécois qui vont décider d'aller étudier aux États-Unis, c'est un pourcentage très faible de ces Québécois-là qui, quand ont leur diplôme aux États-Unis, ils reviennent. Donc là, maintenant, si on a beaucoup de joueurs de hockey, encore une fois, je dis beaucoup, mais ça ne sera pas des nombres comme 150 à chaque année. Là. Il y a des places limitées et tout, mais il faut quand même compter. Ce que Marc-Étienne de l'UQTR me disait, c'est que justement, il faut quand même aussi considérer que sûrement que le gouvernement, le U-Sport va vouloir mettre des choses en place pour retenir ces joueurs-là ici. Parce que oui, il faut garder un bon niveau de hockey au Canada, au Québec, mais il faut aussi garder nos talents académiques, nos cerveaux ici. Et donc, c'est ça. Puis, Marc-Étienne m'a aussi amené un dernier point qui est très intéressant, c'est qu'il m'a dit que en ce moment, au Québec, il y a beaucoup d'équipes il y a 3 grosses équipes de U-Sport, mais ils jouent dans la division de l'Ontario.
Puis les autres équipes au Québec, c'est des équipes de Division 2. Donc là, le but, il y a beaucoup de discussions, il y a une grande volonté dans le circuit U-Sport de faire une division 100% RSEQ, un peu comme on a du côté du hockey féminin, où les équipes, il y a 4 équipes québécoises, puis ils jouent juste les unes contre les autres. Là, l'UQTR, Concordia, McGill, au côté masculin, eux, ils s'en vont tout le temps jouer en Ontario contre des autres équipes ontariennes, ouais. Et là, ce qui pourrait se passer, c'est que justement, en fait, ce qui essaye qui se passe, mais qui ne peut pas se faire en 5 minutes, c'est faire une division juste RSEQ québécoise. Donc, que les équipes, justement, qui sont D2, montent finalement D1. Puis là, si un jeune Québécois finit en LHMQ, peut-être que si on a une vraie division RSEQ, qu'on monte un peu le niveau du U-Sport au Québec, ben, ça va être plus tentant. Maintenant, pour finir là-dessus, euh, je voulais ajouter quelques commentaires du coach des Redbirds de McGill, David Ucart. Je ne suis pas sûr que j'ai bien dit le nom de famille, vous me pardonnerez si jamais. Mais lui, il m'a répondu tantôt, juste avant le podcast, il m'a envoyé un email pour me donner sa perspective dessus. Et puis, il a amené 2 points que Marc-Étienne n'avait pas soulevés, puis que moi, je n'avais pas pensé ou je n'avais pas eu dans mes autres discussions avec d'autres personnes impliquées là-dedans. Et puis, déjà, là, c'est que pour cette saison, peut-être qu'on va voir un nombre exagéré de joueurs de LCH aller en NCAA comparé au U-Sport. Parce que au U-Sport, c'est ça que je disais tantôt que la LCH n'a pas encore mis ses règlements en place. Pour le recrutement de U-Sport, la LCH interdit aux équipes de U-Sport d'aller contacter des joueurs, aller essayer de recruter des 20 ans avant le 1er décembre. C'est une règle mise en place par la LCH. Si tu es une université, tu ne peux pas aller recruter des joueurs avant le 1er décembre. En ce moment, le changement de NCAA, il vient juste d'arriver, donc il n'y a pas de règle comme ça en place qui a déjà été mise. Donc en ce moment, les équipes NCAA, ils ont un mois d'avance pour aller voir les jeunes de 20 ans de la LCH, d'aller les convaincre de venir aux États-Unis, d'aller jouer en NCAA à la place du U-Sport. Puis U-Sport, ils vont se retrouver le 1er décembre à récupérer un peu les miettes de ça, à aller chercher les joueurs qui, eux, n'ont pas encore commit à une université NCAA. Comme je dis, ce pas tous les joueurs de LCH de 20 ans qui vont se faire recruter. Je le répète, je le répète, je le répète, je le répète, parce que ça, c'est important. Puis je trouve que c'est pas très nuancé dans la couverture qu'on a en ce moment. C'est pas tous les joueurs de 20 ans qui ont le niveau. Mais cette année, on pourrait voir beaucoup de joueurs qui ont le niveau justement pour aller en NCAA, beaucoup de joueurs de haut niveau de 20 ans de LCH qui s'en vont vers la NCAA parce que la NCAA a eu un mois d'avance. Mais une fois que cette règle-là va être mise en place, ça va être une game différente. Donc l'année prochaine, on devrait voir un taux un peu plus bas. Ça, c'est des prédictions basées dans, écoutez, selon les règles, c'est de la spéculation, là. Donc je ne peux pas le confirmer, mais c'est ça l'effet qu'on devrait avoir. Et puis, euh, lui, le coach de McGill mentionnait aussi que oui, aux États-Unis, tu peux avoir une bonne éducation, mais que quand on est une université comme McGill aussi, il dit que l'aspect justement académique d'un diplôme de McGill, si tu veux travailler au Canada, si tu veux travailler au Québec, avoir un diplôme d'une université canadienne, une des universités canadiennes les plus réputées, ça vaut beaucoup, puis ça vaut quasiment plus que justement, admettons, si le joueur allait à Clarkson aux États-Unis. Oui, jouer en NCAA, c'est bien, mais si tu peux rester proche de chez vous, puis en plus avoir un diplôme qui vaut potentiellement plus que certains diplômes de NCAA, alors pourquoi est-ce que le joueur irait jouer en NCAA? Je voulais, pour finir, je voulais juste parler de 2 sujets qui sont pas mal plus petits. Tout d'abord, je voulais parler de la nouvelle expansion en PWHL, LPHF et des petits, des petits soucis un peu que les gens ont relevés autour de ça. Euh, j'ai vu, tu sais, moi je ne parlerai pas de ville, mais j'ai vu des gens que quand on parle des 3 nouvelles équipes de LPHF qui vont arriver dans la saison prochaine, ils disent, oh, ouais, mais est-ce qu'il y a le talent dans le hockey féminin pour remplir 3 équipes complètes? Puis moi, je pense que oui, peut-être qu'on va voir une petite diminution. Ils disent déjà, en ce moment, il y a une grosse différence de niveau entre les lignes les plus hautes et les lignes les plus basses. Donc, admettons, Montréal dépendait beaucoup de sa première et deuxième ligne. Ça, je pense que ça va aussi avec des stratégies de coaching. Ce n'est pas juste le niveau des joueuses, mais c'est vrai qu'il y a un talent qui drop. Mais il y a plusieurs perspectives quand même à explorer là-dedans. Déjà, cette année, en LPHF, ce n'est pas toutes les joueuses d'Europe qui étaient venues pour la première saison.
Donc, il y a beaucoup encore de joueuses talentueuses en Europe qui auraient le niveau pour jouer en LPHF, qui ne se sont pas encore présentés au repêchage. Il faut le rappeler, on en avait parlé dans l'épisode avec Pat Laprade, mais le salaire en LPHF, là, c'est pas encore des salaires de LNH. Il y a beaucoup de joueuses d'Europe que je suis sûr que si tu les payais à un niveau tu sais, où ils peuvent vraiment vivre de ça, être bien là-dedans, ils viendraient. Mais pour le moment, c'est juste que c'est pas ça la réalité. Est-ce qu'une joueuse d'Europe va venir en LPHF pour être joueur réserviste qui gagne 15 000 l'année pour avoir à se trouver une autre job dans une langue que potentiellement elle ne maîtrise pas? Non, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans la décision de devenir joueuse de hockey professionnel dans la LPHF quand on n'est pas les top noms comme Marie-Philippe Poulain, Laura Stacey, etc., etc. Donc, tout ça pour dire qu'en Europe, il y a encore un gros talent, un gros bassin de talent qui n'a pas encore été exploité, pour dire ça comme ça. Et puis, aussi, à cause du même aspect, admettons, on l'a regardé dans le hockey masculin, dans la NCAA, un Lane Hudson, quand on lui dit, viens signer un contrat de 3 ans, 950 000, il dit pas, non, 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 je veux finir ma carrière en NCAA parce que je veux avoir mon diplôme. Parce qu'il sait que juste là, avec son contrat d'entrée, il vient de se mettre 3 millions dans les poches. Bon, sans les taxes et tout, mais vous voyez mon point est où. En LPHF, les joueuses restent en NCAA super longtemps. Ils veulent avoir leur diplôme et avec raison parce que les compensations ne sont pas encore excellentes pour les joueuses. Donc, tout ça pour dire que si on réussit à attirer plus de talents d'Europe, que si on réussit à donner des salaires qui pourraient convaincre certaines joueuses de justement potentiellement pas avoir à finir toute leur carrière à NCAA, on débloque beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents et on rajeunit la ligue. Et puis aussi, là on parlait de U-Sport masculin juste avant, le U-Sport féminin aussi est rempli de talents qui pourraient potentiellement avoir le niveau pour jouer en LPHF. Prenez juste Kellyanne Nadeau qui est invitée au camp de la victoire de Montréal. Si on avait 3 autres équipes, elle remplit un spot certainement. Là. Elle a un très haut niveau de hockey. On avait aussi Théoret qui jouait à Bishop, la défenseuse, l'ancienne capitaine de Bishop juste avant Gabrielle Santerre. Elle aussi aurait pu potentiellement peut-être se faufiler dans une des 3 autres équipes sans trop faire descendre le niveau. Il y a beaucoup de talent à U-Sport qui n'est pas tant exploité encore une fois parce que les places sont limitées. Donc moi, cette crainte-là de le manque de talent pour l'expansion LPHF, c'est pas une crainte que je partage. Puis je pense que s'il y a un effet pour le talent, il va être vraiment minime, il va être tout petit. Maintenant, pour conclure, je voulais juste vous parler d'un joueur du repêchage. Je ne voulais pas faire une analyse dessus, je ne m'étirerai pas trop longtemps dessus parce que je ne suis vraiment pas un expert des gardiens, mais j'ai vu jouer la fin de semaine passée ou l'autre d'avant, je ne me souviens plus, Gabriel Daigle. Et puis là, j'en ai entendu parler dans quelques podcasts cette semaine de gens qui parlaient de à quel point est-ce qu'on pensait que ça serait un gros talent, potentiellement un joueur qui pourrait, tu sais, un des gardiens de but qui pourrait aller première ronde. C'est très rare les gardiens de but première ronde, on avait mis beaucoup d'attentes sur ses épaules et que finalement, ben, il y avait un début de saison décevant. Puis si on devait l'écarter tu sais, des gros talks des meilleurs gardiens du repêchage. Bon, certes, je pense pas qu'il y a un problème à l'écarter de ces discussions-là, mais je voulais juste rappeler à tout le monde que le développement d'un gardien de but, c'est lent. Je vous redirigerai vers mon épisode avec Olivier Gervais, qui est coach des gardiens de but pour Sherbrooke, où on parlait exactement de ce problème-là. Puis je trouvais ça important de le mentionner sans être expert des gardiens parce que c'est vraiment ça que je vois sur Gabriel Daigle. On dirait que justement, il faut que ce gars-là soit au plus haut niveau à 18 ans, mais pour un gardien de but qui s'est fait monter, ça fait 2 ans qu'il est backup en LHJMQ, peut-être que justement à cause de tout ce hype-là, on a mis un peu trop de pression sur lui, puis on a essayé de le développer un peu trop vite, ce qui pourrait expliquer le résultat qu'on a en ce moment. Donc, c'était juste quelque chose à garder en tête. Je dis pas qu'il faut aller prendre Gabriel Daigle dans le top 15 cette année parce que il va éclore plus tard, puis c'est pas grave pantoute. C'est normal qu'il descende, c'est normal que finalement ça soit pas dans les gardiens les plus hauts prix, même que ça pourrait être tu sais, dans des rondes très très basses, mais ça pourrait être tout un style parce que une fois qu'on le met dans un système qui le développe comme il faut, qui lui laisse prendre son rythme, admettons, là, quelle différence est-ce que Gabriel Daigle aurait eu si à la place de le monter à Victoriaville, il l'aurait laissé une autre année complète en QM18 où il aurait pu vraiment dominer et être en confiance dans sa ligue. Après ça, monter, être backup à Victoriaville, puis cette année prendre la relève comme un peu Lucas Beckman avait fait. Regardez Beckman, ils l'ont laissé un peu plus longtemps que Gabriel Daigle en QM18. Puis regardez là, qu'est-ce que ça donne maintenant. Il a pris ses bases, il était
À son année de repêchage à la GMQ, Lucas Beckman, il était très bon, mais c'était pas le plus constant en QM18. Ils l'ont laissé une autre année d'après. Il s'est développé un système, il est devenu extrêmement constant. Puis quand ils l'ont monté en LHGMQ, je dis pas que tous les gardiens de but, si tu les laisses une année de plus en QM18, ça va donner ça. Mais il était prêt, il avait son système, il avait confiance à son jeu, il savait ce qu'il faisait. Puis là, en ce moment, je pense que c'est un des meilleurs gardiens de la LHGMQ. Puis ça va être un des gardiens de la LHGMQ qui devrait prendre prix le plus haut au repêchage cette année. Donc, juste gardez ça en tête. Ne jetez pas la serviette sur Gabriel Daigle tout de suite. Ça pourrait être finalement un joueur qui devient un peu un steal parce qu'une équipe le prend plus tard. Puis finalement, on réalise qu'avec un peu un peu moins de stress sur son développement, enlever un peu de hype dessus, ben, peut-être que justement, il va éclore. Puis moi, je pense que oui, il y a tout ce qu'il faut pour éclore ce gars-là. C'est pas parce qu'à ton année de repêchage, tu as une mauvaise année que toute ta carrière, elle est ruinée. C'est juste une année. Puis même là, en ce moment, c'est même pas une année, c'est un début d'année. Donc, je trouvais juste ça important de le mentionner. Si ça vous intéresse, le développement des gardiens de but, je vous l'ai dit plus tôt, moi, je ne suis pas un expert là-dessus, mais Olivier Gervais, que j'ai reçu à la fin de la saison dernière. Donc, regardez dans la playlist, dans le 1000, saison 2, l'épisode avec Olivier Gervais, c'est super pertinent là-dessus. C'est vraiment un très bon esprit de hockey et des gardiens de but. On en a parlé, je pense, une heure, là, super intéressant. Je vous inviterai aussi à aller voir les deux analyses que j'ai mis en ligne cette semaine et la semaine passée sur le compte YouTube de Dans le Mille. J'ai fait l'analyse de Justin Carbonneau et de Caleb Desnoyers. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur les deux prospects qui, selon moi, vont sortir les deux prospects québécois qui vont sortir le plus haut au repêchage cette année, l'année en fait 2025, l'année prochaine au repêchage de la LNH, allez voir ça. Bon, bonne soirée tout le monde. Merci encore d'avoir regardé. J'espère qu'on va retrouver Jules bientôt. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec moi.